Merci. Bonjour les amis. Quand même que je présente ces rapports. Alors, c'est en qualité de représentant pays de Bridgeway Foundation que je suis devant vous. Si vous voulez savoir c'est quoi Bridgeway Foundation, il y a un lien et ici, peut-être je vais publier avec vous. C'est un article qui a été publié dans New York Times sur Bridgeway Foundation. Mais en bref, je vais dire ceci. Bridgeway, de remboursement des taxes, et c'est cet argent-là qui est investi maintenant dans la résolution de conflits. Et la fondation étant une organisation qui est focalisée dans la résolution de conflits, nous avons travaillé sur l'ELERA en Afrique centrale, au Soudan, au Congo, en Ouganda. Vous avez vu la campagne Stop Kony. C'est la fondation qui était aussi parmi cette campagne. Et la fondation, avec l'ELERA, aujourd'hui, nous sommes à plus de 90% des réductions de menaces de l'ELERA. Récemment, vous avez suivi avec nous qu'un des responsables de l'ELERA a été condamné par la CPI. C'est par un mécanisme que nous avons mis en place pour la reddition ou la défection au sein de l'ELERA, que cet ancien chef de guerre s'est réduit. Donc c'est une organisation qui est basée dans la sous-région depuis beaucoup d'années. Alors, parlant de ça, ça va faire plus de 5 ans, vous le savez, que je suis à Béni. Et nous étions en train de travailler sur la question des ADF. Après la diminution sensible de capacité de nuisance de l'ELERA, nous nous sommes basés sur l'ADF. Donc, ces rapports qui a été publié et qui a été couronné par les sanctions que vous avez tous suivis et vous avez couvert sur l'ADF, c'est un fruit de plusieurs interviews. Je ne sais pas, vous avez la version en dur et aussi la version numérique. C'est dire tout simplement que c'est plus de 47 interviews. Nous avons fait beaucoup d'interviews avec les anciens combattants dans l'ADF, avec les officiels et avec les services des renseignements y compris. Donc, ce que je vais dire ici, c'est que ce que nous allons présenter aujourd'hui dans ces rapports, et j'aimerais qu'on reste vraiment focalisé sur les rapports et ne pas nous embrayer avec les sanctions. Les sanctions ne sont qu'une conséquence de ces rapports. Et ici, quand je dis que nous allons nous focaliser sur ces rapports, c'est sûr que vous l'avez déjà et vous savez que mon nom ne figure pas. C'est aussi par rapport à cette politique-là de ne pas paraître dans les interviews, comme j'ai dit ici, un à un avec vous. Mais c'est depuis plus de 5 ans que nous sommes en train de travailler sur ces rapports. Ceci étant dit, les recherches que nous avons menées sur le groupe ADF, je vous épargne l'historique de ce groupe que vous connaissez, mais nous sommes focalisés essentiellement sur le finance de ce groupe. La plupart des fois, ou la plupart des gens et des chercheurs comme nous qui ont travaillé sur le groupe ADF, ils se sont focalisés sur le résultat ou sur le fait, ici je vais dire ce qui se passe sur terrain en termes de violence vis-à-vis de la population. Nous avons utilisé aussi cet aspect, mais aussi nous avons essayé de voir d'où venait l'argent de ce groupe. Et ceci étant dit, vous connaissez que à un moment donné, quand ce groupe a commencé, il était inoffensif. Il était beaucoup plus avec les communautés
C'est depuis plus de 30 ans que ce groupe existe dans notre pays. Et quand ils ont commencé, ils vivaient avec nous dans la communauté, ils n'étaient pas offensifs, ils venaient dans la ville de Beni, dans Oicha, ils avaient même un bureau à un moment donné à Beni. Et petit à petit, ils ont commencé à être offensifs et opérer contre les populations civiles dans cette ville. Et c'est là que nous, on s'est dit pourquoi cette mutation, pourquoi ça. Alors, nous connaissons tous the narrative, la manière dont on parle de ce groupe. On a parlé des Nalou, on a parlé des ADF, à un moment donné, on a commencé à dire des MTN. Et je sais que dans nos papiers, nous réservons de dire MTN. On dit toujours présumé, on dit toujours... on parle de la nébuleuse ADF. Aujourd'hui, ce n'est plus la nébuleuse ADF. Aujourd'hui, c'est l'État islamique en République démocratique du Congo. Et je base ça sur quoi? Non seulement sur base des témoignages, sur base des recherches, mais aussi sur base de leur campagne. Alors, c'est là que je veux demander à Touvé de nous mettre cette vidéo. Nous sommes en train de dire ici. Cette vidéo, elle est de Jamil Moukoulou, lui-même, qui dit dans cette vidéo, dans le télégramme de l'État islamique. Ici, quand je parle de l'État islamique, ce n'est pas que en Congo, c'est l'État islamique par leur canal de communication. Cette vidéo, c'était des questions-réponses. J'ai partagé le sous-titrage avec Charlie, je suis sûr qu'il a partagé avec vous. Voilà. Ça, c'est Jamil Moukoulou lui-même qui est en train de répondre live aux questions. ADF. Si Allah le veut, les ADF ont cessé d'exister il y a longtemps. Il n'y a plus d'ADF. Ici, les ADF, il n'y a plus d'ADF ici. Les ADF n'étaient qu'une alliance par nécessité pendant un certain temps. Et que quand nous avons finalement obtenu le pouvoir, quand nous avions plus de non-musulmans avec nous, nous avons cessé d'être les ADF. Actuellement, nous sommes un califat. Le califat d'Afrique centrale, qui est un califat parmi nombreux des califats qui composent l'État islamique, et sous califat est le chef de tous les musulmans. J'espère que vous comprenez ce que j'ai dit. Par conséquent, nous ne sommes plus les ADF. Tout comme l'un des califats l'a déclaré dans ce programme, les ADF sont maintenant utilisés pour tenir notre image de combattants musulmans et d'enrayer les gens et d'effrayer les gens ou les musulmans de faible foi pour qu'ils ne nous rejoignent pas en raison de leur manque de connaissances sur les questions islamiques ainsi que d'une mauvaise orientation religieuse. Il n'y a plus d'ADF ici. Nous sommes des musulmans combattants pour la cause d'Allah, djihad. Ce que nous avons ici, c'est un califat au sein de l'État islamique au sens large. Cela fait partie des territoires sous l'État islamique comme l'un des califats situés en Afrique centrale. Il s'appelle le califat d'Afrique centrale. Alors, cette déclaration de Moussa Seka Baloukou est une de plusieurs publications
et de plusieurs manières de rallier l'État islamique, de rallier le groupe à l'État islamique. Nous avons traqué les financements de l'État islamique et la manière de fonctionner de ZADF. Ce qui nous donne cette première graphe. Alors, vous voyez, ici nous avons le nombre de personnes tuées et ici nous avons les années. Comme j'ai dit au début, si vous voyez, avant, pas peut-être, c'est au niveau quand l'ADF commence à kidnapper les gens. Et vous voyez, en 2014, c'est le début des opérations avec le général Baouma. C'est là que l'ADF devient, pour la première fois, offensif vis-à-vis des populations civiles. C'est le pic de cette violence. Et puis, vers 2015 jusqu'à 2016, ça devient des sorties sporadiques des ADF. Et maintenant, ici, ça veut dire tout simplement, c'est quand Djamil Moukoulou est arrêté. Pendant cette période, les recherches que nous avons menées et la technologie que nous avons, nous avons été capables d'intercepter les appels téléphoniques de Djamil Moukoulou avec Moussa Sekabaloukou qui était dans la forêt. Et Moussa Sekabaloukou dit à Djamil Moukoulou, je n'ai plus d'argent. Nous avons des sons. Malheureusement, on ne peut pas les partager pour l'instant parce que nous continuons à les exploiter au niveau sécuritaire. Moussa Sekabaloukou dit à Djamil Moukoulou, je n'ai plus l'argent, je n'arrive plus à contrôler les troupes. Donc, il me faut de l'argent. Et c'est à cette période-là que Djamil dira à Moussa que l'argent n'est pas le problème, mais s'il te plaît, ne te rallie pas aux ADF. Parce que là, c'est la première fois que Moussa veut se rallier à l'État islamique. Et Bakoulou ne va pas écouter ce que Djamil lui a dit. Il va faire l'alliance à l'État islamique. Quand il fait l'allégeance à l'État islamique, c'est là que nous commençons à avoir le premier mouvement de l'argent. Et vous voyez que après, c'est en 2017 qu'il y a maintenant une montée de violence de l'ADF vis-à-vis de la population. Et l'ADF commence aussi à publier des vidéos. Ça veut dire l'ADF fait allégeance à l'État islamique. Et quand l'ADF fait allégeance à l'État islamique, nous commençons à traquer l'argent et nous commençons à avoir plus de réactions, plus d'actions de l'État islamique en RDC. Si vous vous rappelez bien, la première revendication de l'État islamique en RDC, c'était sur l'attaque d'un petit village de rien du tout. Et ils avaient tué à peine 2 personnes. Contrairement à ce que l'État islamique, contrairement à ce que l'ADF faisait, c'était la première revendication. Donc, en 2017, vers 2018, il y a des violences qui commencent à s'accentuer. Et quand les violences commencent à s'accentuer, nous commençons à voir la sortie médiatique des ADF. D'après les recherches que nous avons menées, ça nous amène à notre deuxième slide, nous avons trouvé qu'il y avait l'argent qui venait de la Syrie. Ce gars, il s'appelle Walid Zeyn. Walid Zeyn, c'est un sujet kenyan, mais son père, il était en Syrie et il commençait à recevoir l'argent qui arrivait chez Walid Zeyn, et à partir de Walid Zeyn, il amenait l'argent physiquement
en Ouganda, à travers les camions, à travers les chauffeurs, et une fois en Ouganda, l'argent transité soit par Western Union, soit par des transferts bancaires, et voici le récit, vous les avez. Un Syrien, son oncle, il travaille avec l'État islamique. Youssouf Machnouk, il a commencé à envoyer l'argent en Ouganda à Jamil Moulongue. Et Jamil Moulongue, il a envoyé cet argent-là auprès du groupe État islamique en RDC. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à faire allégeance publiquement à l'État islamique. Et quand on dit ici, ils ont fait allégeance à l'État islamique, c'est par rapport au recrutement. L'argent que reçoit l'État islamique en RDC, il sert beaucoup plus à quoi? Vous allez me dire, est-ce qu'ils achètent des munitions? Est-ce que l'ADF n'achète pas des munitions? L'ADF ne fait... Quand je dis l'ADF ici, je dis l'État islamique en RDC, il n'achète pas des munitions. L'ADF utilise cet argent pour des recrutements. Son recrutement, il est basé sur 4 niveaux. Soit on vous paye et vous rejoignez le mouvement, soit on vous promet du travail, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc c'est des ruses, c'est des manières de mentir aux gens. Soit il y a un frère qui est déjà dans le mouvement, qui vous dit venez, je suis en train de travailler, ou un membre de famille qui vous dit je suis en train de travailler, je suis en train de faire ceci et cela. Et l'autre manière, c'est le kidnapping, c'est de forcer les gens à rejoindre le mouvement. Ça nous envoie à notre deuxième slide. Et puis, vers les années 2019-2020, nous avons... Jamil Moulongue, il est arrêté. Pour revenir à l'autre slide, Jamil Moulongue est arrêté. Il est en prison en Ouganda. Et ces réseaux-là, on l'a coupé. Ça, c'était vers 2018. Maintenant, vers 2019-2020, il y a une nouvelle cellule de l'ADF qui commençait à avoir de l'argent à partir de l'Afrique du Sud. Et ici, vous voyez ces deux personnes-là, jusque-là, ne sont pas encore identifiées. Je ne peux pas vous dire que nous connaissons tout sur ce mouvement. Donc, ça reste un travail à compléter. Il y a eu des canaux qui ont commencé à envoyer de l'argent à partir de l'Afrique du Sud via l'Ouganda et ça va jusqu'au niveau du groupe. Là, vous voyez des preuves de paiement et de l'argent qui venait de l'Afrique du Sud à travers Chatif Nem Abdi. Donc, ça prouve tout simplement que ce mouvement et ces deux personnes en Afrique du Sud, ils sont étroitement liés à l'État islamique. Quand je dis que nous nous sommes focalisés sur le financement de l'État islamique, ça veut dire que nous avons aussi des preuves. Alors, si nous revenons encore à notre première slide sur les graphiques et les tensions et la violence, la capacité de violence, ils sont en train de faire allégeance à l'État islamique en disant que nous avons tué les Kafri, nous avons fait tout ceci. Donc en 2017, il y a l'apparition de vidéos jusqu'en 2020, même jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, pour votre information, hier encore, ils ont publié une autre vidéo par rapport aux sanctions que le département d'État a fait. Donc, nous avons commencé à voir dans le groupe plus de combattants qui venaient de l'étranger. Ces combattants qui venaient de l'étranger, ils venaient soit de l'Afrique du Sud, soit de Londres, soit, ici quand je dis Londres, parce qu'ils ont une cellule VIP au sein du groupe qu'ils appellent London SEAL, donc la cellule de Londres. Il y a des combattants qui commençaient à venir j'ai parlé de l'Afrique du Sud, Ouganda, Rwanda, Burundi, Somalie. Nous avons été capables aussi de retracer l'échange des combattants entre l'État islamique en RDC, donc le groupe ADF, et ce qui se passe au Mozambique, dans la province de Cabo Delgado.
non seulement ces groupes, il est coordonné, mais ils sont en collaboration. Il y a une cellule en gestation maintenant dans le Tanganyika, à Uvira et à Baraka. Ils ont des cellules dormantes ici à Goma. Ils ont des cellules dormantes à Nituri. Maintenant, ils sont en train de mettre en place des commerces sur le lac Albert à Kasseni. Donc, ce mouvement, ce n'est pas un mouvement qui opère d'une manière isolée. C'est un mouvement coordonné. Quand vous posez la question à la plupart d'experts sur l'État islamique, ils ont du mal à vous dire est-ce qu'il y a un lien. Nous avons été capables d'établir ces liens et c'est ce qui est retracé dans ces rapports. Et ces rapports vous montrent combien l'État islamique reçoit l'argent, l'État islamique envoie l'argent au groupe ici au Congo. Et ça prouve aussi maintenant qu'on ne parle plus des ADF, on parle maintenant de l'État islamique en RDC. L'attaque de Kangbayi, avec l'argent reçu de l'État islamique, l'attaque de Kangbayi, c'était d'abord un message qui était envoyé à tous les califats, donc les provinces de l'État islamique. Libérer nos frères qui sont détenus dans les prisons de Kafré. Et l'argent qu'ils ont utilisé, jusque-là nous avons été capables, rien qu'au mois d'octobre 2019, de retracer plus de 25 000 $ qui venaient de l'État islamique pour le groupe. L'attaque de Kangbayi, ils ont utilisé des mélèzes, ils ont acheté de mélèzes. Si vous voyez les rapports du baromètre du Kivu, jusque-là, l'attaque de Kangbayi reste l'attaque de Maï Maï. Pour ce baromètre-là. Mais nous avons de preuves et nous avons des vidéos. Ça, c'est des vidéos, c'est des photos qui ont été prises dans le camp. Ils ont acheté un groupe électrogène. Ils ont acheté 18 motos qui sont jusque-là en circulation à Beni, à Butembo. Ils ont acheté des mélèzes, ils ont acheté des groupes électrogènes pour l'attaque de Kangbayi. Et sur l'attaque de Kangbayi, vous avez vu la vidéo qui a circulé. Ils sont en train de dire Bakia. Bakia, c'est le mojo que l'État islamique utilise quand ils veulent dire que nous sommes ensemble. Alors, si vous voyez la méthode, le mode opératoire actuel des ADF et le mode opératoire de l'État islamique, c'est le même. Ça veut dire les Akil et le Mehaj. Ça veut dire le mode opératoire et l'idéologie. Maintenant, comme depuis qu'ils ont fait allégeance à l'État islamique, ils ont maintenant ça. Quand vous parlez aux services spécialisés militaires, ils n'arrivent pas à faire le lien. Ici, je vais dire sur la présence des engins explosifs improvisés. Ils disent, ce que nous voyons encore à Beni, c'est rudimentaire, ils ne sont pas capables d'avoir des détonateurs à partir de téléphones ou quoi que ce soit. Nous avons été capables de faire le lien d'envoi des experts. Par exemple, si on peut revenir à l'autre slide. Encore. Celui-ci s'appelle Jundi. Ceux qui viennent de la forêt, il appelle, toutes ces photos-là, vous les avez dans ces rapports. Il l'appelle Mwarabu. Jundi, c'est un Tanzanien. Il a combattu non seulement en Syrie, il a combattu en Mozambique et aujourd'hui il est avec le groupe, il est chargé des opérations. Jundi, il est parmi les experts en fabrication des engins explosifs improvisés. Donc maintenant, il y a un lien direct, non seulement en termes de financement, mais aussi en termes d'échange d'expertise et des combattants entre toutes les cellules et les provinces, comme ils les appellent, des ADF. Si on peut aller encore. Voilà, ici,
c'est l'attaque de l'OCLOC. On a commencé à voir déjà l'apparition de plusieurs médias sur les médias sociaux et à leur canal de communication à travers le Telegram, leur lien Telegram, là où ils sont en train de publier et faire leurs exploits. Ça, c'est la méthode de l'État islamique. L'ADF, comme on l'a connu, n'a jamais publié ses exploits. Mais depuis qu'ils ont fait allégeance, ils ont maintenant quelqu'un qui est responsable des médias sociaux, responsable des communications de l'État islamique ici en RDC. Je crois que, à part ça, il y a un autre slide. Voilà. Ça veut dire tout simplement que les cellules de l'ADF sont éparpillées. Les cellules sont éparpillées, mais ils sont identifiés. Quand je dis éparpillés, ça veut dire tout simplement ils voient là où c'est propice. Et leur manière de travailler sur lesquelles. D'abord, ils commencent, c'est laquelle? Ils commencent par créer une confusion. Ils s'installent, ils disent que nous, on est inoffensif à la population, on est là avec vous, et puis ils créent une confusion, ils créent un divorce entre la population et l'État, en disant nous allons mieux vous protéger que l'État. Et puis après, ils commencent à vous endoctriner. Si vous voyez la différence aussi entre l'État islamique et Al-Qaïda, Al-Qaïda ne s'attaque pas aux musulmans, mais l'État islamique s'attaque même aux musulmans qui ne sont pas radicaux. Et ça, nous le voyons. Maintenant, quand vous voyez, il y a des attaques, par exemple, à Mbao, par exemple, à Boulongo, on dit, mais comment expliquer qu'ils se sont attaqués même aux mosquées? Parce qu'ils savent que il est mosquée, haïko, yabiko radical. Donc, c'est vraiment l'État islamique en RDC. Ici, j'ai parlé de Akid et Manhaj. Ça veut dire tout simplement le mode opératoire et l'idéologie est là. Je peux parler toute la journée. Je m'arrête par là. Merci, JF. Je sais que au moins nous comprenons comment ça fonctionne, comment ça se finance. Et que si nous continuons à dire des présumés. Merci, chers amis, pour vos questions. Alors, l'implication des leaders locaux. Quand on parle des cellules dormantes, il y a une vieille théorie plus vieille que le monde, hein, c'est que aucune rébellion n'est survie sans la complicité locale. Alors, je ne veux pas dire ici, et je sais, c'est la manière de penser de la plupart des gens, que l'ADF exploite les cacao, l'ADF utilise les maï comme béquilles, l'ADF... Alors, ce n'est que notre recherche, ce n'est qu'une partie de notre recherche. Je ne dis pas que nous sommes les experts ou les spécialistes sur l'ADF. Et comme vous le savez, l'État islamique en RDC, il est en gestation. C'est depuis plus de 5 ans que nous sommes en train de travailler sur ce mouvement. La plupart des organisations et la plupart des institutions et même qui a dit libérer tous nos frères et l'attaque de Kangwai, c'est pas quelque chose que l'ADF lui-même a planifié. C'était sur demande de l'État islamique. Donc ça c'est l'aspect maintenant qui vient s'ajouter par rapport à tout ce qu'on a vu. Est-ce que l'État islamique J'ai déjà parlé de renseignements congolais, pourquoi l'État islamique en RDC.
est-ce que l'ADF est anéanti après toutes ces opérations militaires? Est-ce que l'ADF va survivre? L'ADF, à un moment donné, alors, tout simplement que l'ADF qu'on a connu est mort et il était en état de survivance. Maintenant, l'État islamique en RDC, il est opérationnel. Ça veut dire tout simplement qu'à l'époque, ils avaient des camps où ils vivaient avec leurs dépendants. Ça, c'était en état de survivance. Mais aujourd'hui, maintenant, ils ont des groupes mobiles d'intervention. Ça veut dire qu'ils ont un groupe de 80 combattants, ils les scindent en groupe de 6, 5, 25, et ils vont sur le terrain. Ils attaquent. C'est le cas de Loselose, Mwenda, aujourd'hui on peut dire de Nzenga, Mutwanga et même Mamové. Donc aujourd'hui, l'État islamique en RDC, il est opérationnel, il n'est plus à l'état de survivance. Ils ne veulent plus à survivre. Ils sont maintenant en train d'opérer. Et comme ils sont en train d'opérer, la même situation est en train de se passer au niveau de leur base. Ils ont ce qu'ils appellent le domaine. Ça, c'est dans le Moualika. Dans le Moualika, ils ont un groupe de leurs dépendants. Plus de 2000 personnes dans un camp. Ils ont un autre camp du côté de l'Ocelocé. Là, ils ont deux camps, en fait. Les FARDC nous ont dit qu'ils ont libéré les camps civils de l'Ocelocé. Dans le camp de l'Ocelocé, ils ont un camp pour les dépendants. Ils ont un autre camp pour les blessés graves. Maintenant, vers Ituri, ils ont un autre camp pour les blessés et les dépendants. Vers Mamové, ils ont un autre camp. Ça, c'est le camp des combattants. Le centre de formation reste à Moualika, dans le domaine. Tous ceux qui viennent, que ce soit de Mozambique, que ce soit du Rwanda, du Burundi, de Tanzanie, du Kenya, l'Afrique du Sud, et ils passent par le Moualika, là où ils sont formés. Après la formation, on les amène maintenant dans les groupes d'intervention. Vous avez dit, je parlais d'autres nationalités, je n'ai pas parlé des Congolais. Jusque-là, selon nos études et nos enquêtes, la plupart des combattants de ce mouvement restent des étrangers. Ils n'utilisent pas les Congolais. Pourquoi? Ils disent qu'ils ne sont pas convertis. Et c'est des lâches. Les quelques Congolais qui sont dans ce mouvement, les Mbalés, les machins que vous dites, c'est des Congolais, mais à faible proportion. Le leadership du mouvement reste ougandais. Reste ougandais. Et quelques Tanzaniens, maintenant. Et la cellule de Londres. La cellule de Londres, ça veut dire les expatriés occidentaux qui sont dedans. Mais la plupart, ça reste des Noirs. Alors, les Congolais qui sont dans ce mouvement, ils ne sont pas à négliger. Mais ça reste vraiment à faible proportion.
c'est plutôt des dépendants. Mais au niveau des combattants, ça reste des étrangers. Je crois que j'ai répondu aussi à cette question. Pour ma sécurité, je reste comme vous tous. Hein. Nous connaissons les règles. Voilà. Merci. Ok, deuxième et dernière série. Bien sûr, je suis la chef. Oui, Gisèle, tu es la seule femme qui va parler, et puis Charlie Kasereka, et puis... 5 ans d'enquête, 5 ans d'études. Et cela ne nous a pas empêché de revisiter le groupe avant qu'il n'existe, avant que nous ne soyons là-bas. Donc, nous connaissons tous l'histoire des ADF et c'est vraiment bien explicité dans le rapport. L'ADF, au départ, c'était des gens qui voulaient rentrer chez eux et reconquérir le pouvoir en Ouganda. Donc, c'est des gens qui étaient contre le pouvoir ougandais. Ça, c'est la mission primaire de l'ADF, dirigée par Jamil Mukulu. Une fois en RDC, à l'époque, ce n'était même pas des ADF, c'était des NALU. Ce n'était pas des ADF, c'était des NALU. Et ces NALU, ils n'étaient pas offensifs envers la population congolaise. Mobutu, les ayant accueillis, il les a dit, bah, aussi longtemps que vous ne dérangez pas mon pouvoir, ce n'est pas mon problème. Ils étaient là, ils ont coopéré, ils ont mis au monde avec nos sœurs. Ils ont fait des business avec tout le monde, même jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à le faire. Ce n'est que avant l'opération contre les M23 ici, qu'ils ont commencé à kidnapper les populations civiles. Ça veut dire qu'ils commençaient à se dire, maintenant que nous sommes d'ici, nous avons mis au monde avec ces gens, on peut d'abord commencer à les inculquer notre manière de penser, c'était les islamiser, pour que nous ayons plus d'effectifs pour aller combattre le pouvoir ougandais. C'est comme ça qu'ils ont commencé par kidnapper les gens. Ils ont kidnappé, aujourd'hui nous comptons plus de 5000 personnes kidnappées dans la région, depuis la période de 2014 jusqu'à aujourd'hui. 2013 jusqu'à aujourd'hui. Quand ils ont commencé à kidnapper les gens, ça devenait inquiétant pour la société civile qui était dirigée à l'époque par ces animateurs là-bas. D'après les plans du gouvernement congolais, après les M23, c'était autour des FDLR. Kabila arrive à Beni, la société civile de Beni et du Nord Kivu, après l'enlèvement de prêtres de Mbao, la société civile dit à Joseph Kabila, nous, on sait que votre priorité maintenant, c'est les FDLR. Mais ils ne sont pas autant une menace que ces gens qui sont ici, l'ADF. C'est comme ça que l'armée va laisser les FDLR et s'attaquer aux ADF. À l'époque, on se disait, c'est question de quelques jours, on va le finir. Sachant qu'ils connaissent mieux la forêt que moi, même moi-même, aujourd'hui, on a minimisé cette menace, on a pensé qu'à moins de 2, on va le finir. Ils se sont spécialisés dans les embuscades, ils se sont spécialisés dans la fabrication de bombes artisanales, quoique ça reste rudimentaire. Ici, je dis rudimentaire, c'est par rapport à ce qu'on a vu en Irak, en Syrie et ailleurs. Et c'est comme ça que le gouvernement congolais va attaquer les ADF. On connaît tous l'histoire, pauvre Mamadou a laissé sa peau, Baouma a laissé sa peau et tout ce qui s'ensuit. Alors, parlons de Jamil Mukulu et de Moussa Baloukou.
Moussa Baloukou, c'est écrit dans le rapport, vous allez le voir. Moussa Baloukou n'était qu'un garçon frustré qui n'a pas grandi avec ses parents, il a grandi avec son oncle. Et c'est comme ça que Moussa Baloukou, il a été adopté par son oncle. Et son oncle, on l'a amené à Tchibouli. Je sais qu'ils connaissent Kampala. C'est un quartier, qui était mon quartier d'ailleurs, à Kampala. Tchibouli. Dans ce mosquée-là, Moussa, il a été radicalisé et son parcours a fait à ce qu'il a combattu auprès de Ben Laden au Sud-Soudan. Il s'est radicalisé, il a combattu aux côtés de Ben Laden et il est rentré. En rentrant au Congo, il devient violent vis-à-vis de sa famille. Même son oncle qu'il a, c'est vrai, il commençait à avoir peur de lui. C'est comme ça que Moussa est parti dans le maquis. Il était celui qu'on appelle chargé des disciplines et du Coran au sein des ADF. C'était la deuxième personnalité du mouvement à l'époque de Djamil Moukoulou. Djamil Moukoulou, qui était devenu beaucoup plus affairiste que combattant, il était beaucoup plus dans le business. C'est comme ça que quand on a lancé les opérations, il a voulu quitter comme la plupart des gens, aller faire ses affaires en Tanzanie, machin, on l'a arrêté. Mais il restait le leader du mouvement. Pour la petite histoire, Moussa Baloukou était marié à la fille de Djamil Moukoulou. Et Moussa, il a étant marié à la fille de Djamil, donc c'était le même groupe, il y avait beaucoup de liens dedans, famille, femmes, enfants et tout. Et puis après, quand on arrête Djamil Moukoulou en Tanzanie, Moussa devient le numéro 1. Moussa n'ayant plus le financement pour gérer les troupes, c'est comme ça que, comme il a été avec Al-Qaïda, il a eu des liens aussi avec Daesh. C'est comme ça que Moussa a dit I will pledge, allégeance. Je vais prêter serment, je vais prêter allégeance à l'État islamique. Et Moussa prête allégeance à l'État islamique pour des fins pécuniaires. L'argent pour garder ses troupes, pour galvaniser ses troupes. Ça, c'était au début. Mais comme c'était un radical, il croit dur comme fer à l'islam et à l'État islamique, il trouve bonne oreille et il plaide allégeance à ça, parce qu'il y croyait déjà. C'est comme ça qu'ils ont plaidé allégeance. Quand ils plaident allégeance, comme je dis, en 2014, nous interceptons cet appel et ils demandent aux membres du groupe. Ils demandent aux membres du groupe, ceux qui vont plaider, ceux qui ne vont pas plaider allégeance, ils vont être tués. Ils plaident la plupart des combattants plaident allégeance. Et sa femme, qui est la fille de Djamil, ne va pas le faire. Moussa tue sa femme devant tout le monde. Pour donner l'exemple. Il tue sa femme. La femme de Djamil qui était dans le camp, elle a été arrêtée par le service de l'État congolais. Elle est partie à Béni. On l'a soignée ici à Goma. Parce qu'elle était blessée, elle était malade. Je ne sais pas par quelle magie, elle est rentrée dans le camp. Le même jour qu'il a tué sa femme, il a tué aussi la femme de Djamil Moukoulou. Et le fils de Djamil Moukoulou, il commençait à avoir des relations sexuelles avec la plupart des filles qui étaient dans le camp. Il en a engrossé 7. Il sera tué par la même occasion. Il a tué sa belle-mère, sa femme et son beau-frère.
Je crois que j'ai établi le lien. Alors, pour les terres, on a dit à un moment donné que c'était un problème des terres. Ça, c'est des théories qui sont développées malheureusement par nos députés. L'ADF de Djamil Moukoulou, peut-être, a été utilisé par certaines, j'ai dit peut-être, on n'a pas encore de preuves là-dessus, par certaines personnes quand ils avaient des problèmes de terre. Quand vous parlez, parmi les autres interviews que nous avons menées, vous parlez aux notables de la région, ils vous disent que le Mumbuba n'est pas Mounandé. Ils vous disent que le Moutalingi n'est pas Mounandé. Ils vous disent, mais l'ADF n'a pas besoin de ça. L'État islamique n'a pas besoin de ça. Quelqu'un a parlé des complicités de nos services ou des agents de la MONUSCO. Jusque-là, et je vais revenir à une autre question que je n'ai pas répondu, ça revient au même moment. Jusque-là, il n'y a pas de lien avéré, du moins à notre possession, entre la collaboration du groupe, l'État islamique, du moins de Moussa Baloukou, avec et le Maï-Maï, et les militaires FARDC, et la MONUSCO, et la population civile. Ils ont des cellules et des collaborateurs, c'est des personnes bien identifiées et connues. Tu ne vas pas venir dans la région et dire que moi je collabore avec l'ADF. Ils te tuent. Eux-mêmes, ils te tuent. Il y a une vidéo qui est à Paris, je crois, il y a maintenant... Non, c'est l'attaque de l'Ocellocé en décembre, le 29 décembre dernier. Ils ont capturé à Mouchanana, c'est la base, c'est une position de défense de FARDC. Quand vous êtes à l'Ocellocé, il y a Mouchanana un peu au nord. Il y a le centre, c'est un village. Hein. Ma village, c'est tout le monde, rond-point, Kishana, voilà. Alors, base ya FARDC kwa payulu, rond-point kwa payulu. Il est vidéo, il y a isha circulé sana, il y a un pigana, c'est là. Alors, il y a une défense de FARDC. Ils ont capturé 3 militaires FARDC. Quand l'ADF capture un militaire FARDC, il n'y a pas de procédure. On les tue. On les tue tout de suite. Donc, à notre possession, on n'a pas encore de preuves de... Alors, les nations impliquées. Alors, jusque-là, nous n'avons pas de preuves à notre possession sur les liens d'un État. Ici, l'État, ça veut dire gouvernement, service de sécurité avec ce groupe. Quand je parle des nationalités, c'est des individus. Nous avons des individus, des sujets, comme on les appelle, des sujets tanzaniens, sud-africains, kenyans, ougandais, rwandais, congolais, somaliens, turcs et syriens dans le groupe. Et anglais dans le groupe. Mais il n'y a pas d'État pour dire que l'État congolais collabore avec le groupe. L'État ougandais collabore avec le groupe. Non. Et pour ma sécurité, j'ai commencé par vous dire tout ce que je vais dire ici, ne citez pas mon nom. Ok. Vous avez compris? On va dire un expert de... Voilà.